la intenció nostra és donar espai a les possibles preguntes dels nostres oients i aleshores tenim el professor Biabiorca a París i el doctor Giro a Roma que doncs, ens respondran a les preguntes que ens arribin via xat en aquest nostre estudi, en aquesta nostra aula de l'Ateneu Universitari Sant Pacià a Barcelona. Tenim ja algunes preguntas. Una pregunta para los dos. ¿Piensan que hay una lucha entre las potencias mundiales como USA, China, Rusia, con el envío de medicinas, equipos médicos, personal sanitario y ahora con las vacunas? ¿Piensan que los Estados Unidos y Europa llegan tarde? ¿China lleva la delantera? Donc la question, je crois que vous avez compris la question. Io sì. Oui, parfait. Certo che esiste una gara mondiale di influenza, non è detto che sia una guerra, ma è sicuramente una gara mondiale di influenza che si svolge nell'area dell'Asia e del Pacifico, ma anche in Europa, in tutto il mercato. E sicuramente la Cina ha un vantaggio, lo vediamo adesso, che mentre gli Stati Uniti rincorrono la vaccinazione, quindi rincorrono il Covid e sono molto indietro, i cinesi si permettono di vendere o regalare, dipende dall'interesse, i vaccini ai paesi del sud del mondo, cominciando dall'Asia. Anche per loro evidentemente l'Asia è molto importante e l'Africa verrà dopo. E questo è anche uno scontro tra modelli. Ho provato a spiegare che esiste un modello in cui la democrazia ha divorziato dal libero mercato e che è un modello autoritario e liberista insieme. E noi siamo in difficoltà, noi tutti, gli Stati Uniti ma anche l'Europa, l'Occidente in generale. Se ancora esiste una categoria Occidente, questa sarebbe da studiare. Siamo in difficoltà perché non abbiamo ancora inventato un modello diverso e quindi siamo un pochino presi in questa battaglia senza riuscire a proporre un nuovo pensiero sull'economia mondiale. Grazie. Professeur Biabiorca, vous aimez bien de dire quelque chose là-dessus? Oui, peut-être quelques mots sur ces problèmes. Quelques mots sur ces problèmes. Je pense que le vaccin, c'est d'un côté un enjeu économique, et que c'est d'un autre côté un instrument comment dirais-je, d'influence. Et pas seulement pour la Chine, pour la Russie également. Hein. Et donc, je pense que ça s'inscrit dans des géopolitiques mondiales et qu'en même temps, et je pense aussi que chaque pays essaie ou n'essaie pas d'ailleurs, de développer une politique de vaccination. Je crois qu'un cas intéressant, c'est ce que je voulais ajouter, c'est le cas de l'État d'Israël qui a acheté de quoi vacciner toute la population, tout de suite. Là où l'Union européenne a été plus lente et a eu plus de difficultés à se mobiliser, je crois. Et je crois que le jour où nous connaîtrons vraiment les détails de tous les marchandages qu'il y a eu avec les enfants, nous verrons à quel point le monde de l'argent peut être cynique, mais on n'en est pas là pour le faire.
Donc, d'un côté, des politiques d'influence, Chine, Russie, et d'un autre côté, le marché, les relations économiques et la difficulté européenne à se construire. Merci. Nous avons une deuxième question. Sí. Pour Monsieur Michel Viepiorca, gracias por esta conferencia. Ha dicho que vivimos en una sociedad de riesgo. Delante de esta percepción, ¿cómo evitar el peligro de un repliegue, de un retraerse, que no vea la diferencia como una oportunidad, sino como un riesgo a evitar y, por lo tanto, que comporte el peligro a una homogeneización de la sociedad y perdamos el respeto al valor de los otros? Je n'ai pas bien compris la nature du risque dont vous parlez. Sí. Vivimos en una sociedad de riesgo. Oui, Sí. oui, oui. Ante esta percepción, ¿cómo evitar el peligro de un repliegue? Ah, du repli. Se replier. Se repliegue, que no vea la diferencia como una oportunidad, sino como un riesgo a evitar. Écoutez, le risque est grand. Le risque est grand, mais ce que nous observons, je vais parler de la France, c'est autre chose. C'est les drames psychologiques, la détresse, la perte de sens, le manque de repères dont souffrent les gens face à cette situation. Autrement dit, les gens veulent sortir, les gens veulent rencontrer d'autres personnes, les gens veulent aller travailler, les enfants veulent aller à l'école d'une certaine façon, même s'ils n'aiment pas toujours beaucoup l'école, bien sûr. Et donc, il y a ce sentiment que ce dont nous prive l'épidémie, c'est justement de la vie collective, de la multiplicité des rencontres. Et donc, j'ai envie de vous dire, le risque n'est pas vraiment le repli, le risque est d'être obligé de se replier sur soi-même, sur la famille, sur un tout petit nombre de personnes, et donc de ne pas pouvoir avoir une vie sociale. Et donc, j'ai envie de renverser la proposition. Le risque, c'est à ce niveau-là, au niveau des personnes, c'est les problèmes psychologiques. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup de problèmes psychiatriques liés à cette situation. Ça, c'est au niveau des individus. Maintenant, il y a le risque politique. Ça, c'est autre chose. Je ne veux pas, je veux être égoïste pour mon pays, je ne veux pas voir les migrants, je ne veux pas voir les étrangers, je veux des frontières, des barrières, ce genre de choses. Ça, oui, ça existe. Et on voit très bien à quel point aujourd'hui, par exemple, triomphent les idées qu'on appelle souverainistes, c'est-à-dire les idées qui disent il faut des frontières, des barrières, un État-nation puissant. Et donc, je termine ma réponse à votre remarque en disant, au niveau des individus, on veut faire société, on veut voir d'autres personnes, on veut avoir une vie collective. Au niveau politique plus général, oui, le risque existe d'un repli nationaliste, souverainiste, ou de repli de ce genre, et la réponse, puisque c'est une question politique, la réponse doit être politique. Et donc, il faut attendre des responsables politiques qu'ils proposent de ne pas accepter justement cette fermeture et qu'ils démontrent l'importance qu'il y a à être ouvert. L'exemple des vaccins est très intéressant. Si nous avions une Europe plus efficace comme Europe, eh bien nous aurions eu certainement des résultats supérieurs et plus rapides en matière de vaccination. L'ouverture
aurait été une bonne chose. Nous n'avons pas été assez ouverts. Donc, je pense que c'est l'argumentation politique, l'explication qui peut répondre à cette menace, ou à ce danger, ou à ce risque. Merci. Il y a encore deux autres questions. Oui. Para los dos ponentes, la crisis social unida a desigualdades conducirá a canalizar la indignación hacia la violencia. ¿Qué líneas de acción podemos pensar? La crisis social unida a desigualdades conducirá a canalizar la indignación hacia la violencia. ¿Qué líneas de acción podemos pensar sobre esto? Je réponds? Oui. Vous avez compris? Oui, oui, j'ai bien compris la question. Parfait. Donc, je peux répondre. Et puis, je pense que Vous savez le que docteur Giraud... Oui, vous savez que cette semaine ici à Barcelone, il y a eu des émeutes dans la rue par des jeunes hommes et femmes qui étaient étudiants, qui se sont manifestés. Il y a eu pas mal de violences dans les rues de la ville. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, malheureusement, ça ne sont pas les plus pauvres, les plus victimes des inégalités qui vont devenir violents. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec ce dont nous parlons aujourd'hui, mais pour être clair. Nous avons eu en France un mouvement très puissant qui s'est appelé le mouvement des Gilets jaunes. La violence, ce n'était pas les Gilets jaunes, pour l'essentiel. C'était des jeunes de l'ultra-gauche, qui ont profité du mouvement pour agir de manière violente. Nous avons des étudiants aujourd'hui en France qui vont très mal. Ils ne sont pas violents. Pour être violent, il faut une certaine capacité d'action, de mobilisation. Nous avons des gens qui sont souvent désespérés, des gens qui, je l'ai dit tout à l'heure, ont des troubles psychiatriques, des troubles psychologiques, des gens qui restent chez eux, des gens qui sont démoralisés. La violence n'est pas le seul exutoire des problèmes d'indignation, de colère. Et je pense que la meilleure réponse face au désespoir, c'est de montrer qu'il y a des débouchés politiques, donc que des partis politiques proposent des réponses autres que violentes, que qu'une pression populaire non violente peut être utile. La violence ne règle pas les problèmes, elle peut surgir, vous avez raison, mais elle ne réglera pas les problèmes et elle n'est pas si importante que ça dans ces situations. Elle existe, elle n'est pas si importante que ça. Donc, je ne ferai pas un lien direct entre la crise, les inégalités et le passage à la violence. Il y a des acteurs violents, mais le paysage est très diversifié. Mario Giro, sì, posso aggiungere a quello che ha detto Michel Yevorka. Dal punto di vista politico, la violenza in questo momento, la rabbia, il rancore sociale, più che la violenza, la rabbia e il rancore sociale è intercettato dal sovranismo populista. Qui c'è un problema, il problema della sinistra occidentale. La sinistra occidentale non riesce più, né nella sua versione americana né nella sua versione europea, a convogliare diciamo, la rabbia sociale verso un obiettivo positivo di futuro. Questo è successo essenzialmente quando c'è stata da quando è cominciata la teoria
cosiddetta terza via di origine clintoniana blairiana, quindi in fondo un social liberismo, che poi è stato un po' la teoria di tutta quanta la sinistra in Europa, che è fallita e oggi la sinistra è in difficoltà perché non riesce a trovare una nuova dottrina davanti alle grandi diseguaglianze che provocano rancore e rabbia, davanti all'aumento delle diseguaglianze stesse e davanti alle diseguaglianze globali. La destra invece è favorita perché nel suo spirito di conservazione, non tutte le destre, ma la destra sovranista ovviamente, il suo spirito di conservatore e reazionario può includere questa rabbia, anche se non riesce a dare poi una risposta. Anche la destra liberale è in crisi, come la sinistra, è liberale in crisi perché quindi la destra che noi chiameremo moderata, non ha più come dire, una dottrina adatta ai tempi, innovativa. Resiste laddove c'è una tradizione popolare, in senso tecnico popolare, cioè nel senso del Partito Popolare Europeo in Germania, tenta una risposta tecnocratica in Francia con Macron, ma in tutti gli altri paesi è in crisi. E abbiamo visto anche in Spagna, abbiamo visto il proliferarsi di nuovi tentativi, Podemos, abbiamo visto sparire il Partito Socialista francese, abbiamo visto i laburisti inglesi in grosse difficoltà, abbiamo visto i democratici americani vincere solo con il Covid. Se non ci fosse stato il Covid, Trump avrebbe rivinto le elezioni. Facile. Questo è tutto un problema, una problematica di riflessione che si apre adesso per il futuro. Grazie. C'è ancora un'altra domanda? Sì, per il signore Mario Giro. Son unas cuantas seguidas. ¿Cómo se sitúa África en el nuevo escenario geopolítico después de la pandemia? ¿Qué perspectiva hay en el continente africano para la vacunación? ¿Será solamente China el único servidor de vacunas para África? ¿Qué papel jugará Europa? ¿Continuará en esta línea de retirada? È molto difficile dirlo, per adesso è così la situazione. Intanto va detto che non è cominciata nessuna vaccinazione in Africa, quindi c'è già un ritardo. Eppure la variante sudafricana del Covid pare molto aggressiva. Solo Russia e Cina hanno offerto per adesso il loro aiuto. Gli europei hanno detto qualcosa, ma ancora non si vede. Cosa succederà? Io auspico che l'Europa si svegli e se no ne pagheremo le conseguenze. Ma in questo momento la situazione è come dice colui che pone la domanda. Bé, sembla que no tenim cap més pregunta. Or, il paraît qu'il n'y a pas d'autres questions. Vous devez savoir, chers amis de Paris et Rome, que nous sommes là depuis 3h30. Donc, on peut comprendre que notre audience soit un peu fatiguée après 4h30 de réflexion. Alors, je ne sais pas si soit le professeur Vieviorca ou bien le docteur Giro voudrait dire quelque chose en plus pour déjà disons, finir cette séance d'aujourd'hui. Il y a quelque autre chose? Je demande seulement. Seulement dei remerciements, solo dei ringraziamenti. Grazie. Allora, grazie al dottor Mario Giro per la sua bella relazione, poi anche perché queste domande
hanno trovato delle risposte molto giuste, penso, e adatte agli scopi prefissati. Et aussi merci, professeur Villorca, parce que on vous connaissait à travers vos publications, mais vous êtes un homme très concret et très facile à suivre. Donc, c'est disons, la caractéristique des grands professeurs. Ils parlent de façon simple et on les entend toujours. Merci, merci. Et alors, à la prochaine et une bonne soirée. Muchas Au revoir. gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Merci à vous tous. Bona tarda a tots i a totes, i quedem doncs entesos que ens veurem demà a 3:15 una altra vegada pel segon dia d'aquest gran congrés que estem duent a terme sobre les ferides i les malalties del nostre món tocat per la pandèmia a la llum de la teologia de l'encarnació. Bon vespre a tothom. Adéu-siau.